Alors, ça continue à arriver. Je vais faire entrer tout le monde. Et on va démarrer donc ce live, le premier live d'Élance Formation. Donc, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour cette thématique. Parce que vous avez été quand même près de 75, un peu plus même maintenant, personnes intéressées par le sujet, donc preuve qu'il est d'actualité. Et qu'il était bon de pouvoir le traiter et d'être à votre disposition pour répondre au maximum à vos questions. Et en tout cas, c'était le but de ce live d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Luc Mouneil, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation sur ce live. Donc, Luc, pour petite présentation rapide de ton parcours que je vais trouver assez atypique quand on a pris un peu de temps pour savoir d'où tu arrivais et pourquoi être arrivé jusqu'à CAPCERT. Donc, je vais te laisser présenter, bien sûr. Mais CAP Certification, donc c'est un organisme certificateur sur Calliope. Et donc, Luc nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour m'aider aussi à répondre à vos questions. Alors, Luc, petite présentation alors de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu arrives et pourquoi aujourd'hui ce choix-là? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Luc Mounet, je suis le dirigeant d'un organisme de certification qui s'appelle CAPCERT. Alors, pas uniquement, comme tu viens de le dire, Aurélie, pas uniquement Calliope. On fait bien évidemment des certifications Calliope, mais des certifications aussi ISO, donc liées au système de management de la qualité, santé, sécurité au travail, environnement, énergie, anticorruption, etc. Et un peu d'évaluation RSE, aussi, responsabilité sociétale des entreprises. Mon parcours, je vais commencer par l'université avec des études plutôt en génie civil, construction écologique, construction durable. Ensuite, master en qualité, sécurité, environnement. Et j'ai été dans un bureau d'études, je m'occupais des dossiers CPE, donc des dossiers spécifiques à l'environnement. Pour autoriser les entreprises à exploiter. Donc, il faut ce type de dossier. Et ensuite, j'ai intégré un autre organisme de certification pour lequel j'étais le directeur d'affaires pendant 7 ans. Et donc, j'ai été formé aux techniques d'audit et j'ai pu réaliser des audits en France et à l'international, notamment en Asie et en Afrique. Voilà. Et j'ai fondé CAPCERT il y a maintenant 2 ans. Et CAPCERT est accrédité par le COFRAC, donc le Comité français d'accréditation, pour délivrer des certifications Calliope et ISO 9001, notamment. Voilà. Très bien, merci Luc. Alors, moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Aurélie Fonta, je suis consultante spécialisée dans le secteur de la formation professionnelle. Alors, mon parcours, il date maintenant de 20 ans. Je déteste dire ça parce que j'ai l'impression de prendre un coup de vieux à chaque fois. Mais on va dire que j'ai commencé très jeune. Et donc, j'ai passé donc maintenant plus de 20 ans dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai commencé comme formatrice. Dans le numérique. Donc, il y a 20 ans, c'était vraiment le démarrage. Puis après, je suis passée sur des postes de chargée de développement, mais toujours dans la formation professionnelle. Et petit à petit, je suis passée associée, puis gérante d'une société coopérative, donc une SCOP de formation qui était spécialisée dans la lutte contre l'illettrisme à l'époque. Et j'ai fait une grande partie de mon parcours dans cette SCOP, donc à peu près 15 ans. Et puis après, j'ai géré d'autres centres de formation dans d'autres domaines. Et à un moment donné, je me suis dit, je crois que tu as fait le tour de la question, et si tu te mettais un peu au service des autres? Et c'est pour ça qu'en 2015, donc je me suis installée et j'ai décidé donc de me mettre au service des acteurs de la formation pour leur apporter du conseil et les accompagner, surtout ensuite avec l'arrivée de Datadog, puis de Calliope. J'ai bien senti qu'il y avait une vraie demande d'aide en fait et de conseils sur ce sujet, et c'est pour ça que voilà, je me suis lancée et j'ai monté Élance Formation.
Donc, aujourd'hui, on est réunis pour parler particulièrement de l'audit de surveillance de Calliope. On a donc réceptionné un certain nombre de questions qui me semblaient intéressantes d'aborder, en sachant que voilà, il n'y a pas de mauvaise question, ce n'est pas à vous, pédagogue, que je vais la prendre. Et surtout, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Peut-être qu'elles feront écho à un moment donné aussi à celles que l'on a déjà reçues et que l'on a traitées. Et à la fin, de toute façon, on essaiera d'y répondre. Est-ce que tout est OK pour tout le monde? On peut démarrer? Ouais, j'en vois qui me font oui. Camille, j'aime bien parce que je vous ai en référence, hein, Camille. Donc, tout ce que vous allez faire comme geste, c'est pour vous. Hein. Alors, on va démarrer, si vous le voulez bien, avec une première question. Donc, vous allez me dire si vous voyez bien les questions arriver. L'audit de surveillance porte-t-il sur tous les indicateurs? Donc ça, ce sont des questions souvent qu'on me pose quand j'accompagne les structures. Donc, ce que j'ai pour habitude de répondre, et Luc complétera, hein, bien entendu, avec son expertise, mais ce que j'ai pour habitude de répondre, c'est déjà les questions à vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que l'organisme, à l'audit initial, a bénéficié en fait d'un audit adapté parce que, par exemple, il avait une certification CNEFOP et que lors des audits initiaux, tous les indicateurs, du coup, n'étaient pas audités à l'audit initial. Néanmoins, sur l'audit de surveillance, bien entendu, ceux qui n'auraient pas été pris à l'audit initial seront forcément repris à l'audit de surveillance. La deuxième chose qu'il faut se mettre en évidence, c'est est-ce que vous étiez nouvel entrant au moment de l'audit initial? Puisque si vous étiez nouvel entrant, bien entendu, il y a un certain nombre d'indicateurs que l'on ne peut pas forcément auditer, ou en tout cas pas dans son entièreté, et souvent cela font l'objet du coup d'une deuxième révision lors de l'audit de surveillance. Et ensuite, il faut vous poser la question de est-ce que j'ai opéré des changements dans mes process, dans mes documents, ou bien est-ce que j'ai accueilli des nouveaux salariés, des nouveaux formateurs, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et auquel cas, effectivement, il faut pouvoir le signaler pour que votre auditeur vienne réfléchir sur la conformité de ces nouveaux changements. Et bien entendu, la dernière question à vous poser, c'est est-ce que j'ai eu des non-conformités lors de l'audit initial? Parce qu'en général, il va falloir, bien entendu, sur l'audit de surveillance, qu'on puisse venir vérifier si oui ou non, vous êtes maintenant conforme et si sur les 18 mois qui sont passés, vous avez bel et bien mis en œuvre les plans d'action que vous aviez annoncés. Est-ce que, Luc, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, bien sûr. Il y a des indicateurs qu'on appelle indicateurs clés pour l'audit de surveillance qui sont vraiment obligés d'être approfondis donc, par l'auditeur. Ce sont les indicateurs relatifs à la veille, donc au type de veille et à l'amélioration continue. Donc, vous voyez, on est plutôt à la fin du référentiel. Oui, plutôt 23, 24, 25. Exactement. Après, j'ai posé clairement la question donc au COFRAC et au ministère, et ils m'ont dit qu'en surveillance, l'ensemble des indicateurs doivent être balayés. Donc concrètement, qu'est-ce que va faire l'auditeur? L'auditeur va reprendre son rapport de l'audit précédent sur, je prends des exemples, hein, sur les premiers indicateurs. Si il va vous poser la question s'il y a eu des évolutions, donc vous allez en tant que client répondre oui ou non. S'il n'y a pas eu des évolutions, ils vont mettre RAS, ou alors ils vont mettre ce que vous avez fait évoluer dans vos process. Par contre, là où il ou elle, hein, en tant qu'auditeur ou auditrice, va bien approfondir sur la veille et donc les aspects liés à l'amélioration continue, parce que forcément, c'est dans l'amélioration continue qu'on va voir les actions que vous avez mis en place pour dynamiser votre système. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Camille, j'attends toujours votre tête. Hein. Vous êtes ma référente, je vous ai dit aujourd'hui. Je vous ai nominée. J'ai Karine aussi, juste au-dessus. Donc, Karine aussi peut acquiescer. Alors, si on est OK, je vais passer à la deuxième question. N'hésitez pas, je répète, hein, mais n'hésitez pas à venir rebondir dans le chat, à nous dire si c'est clair, si ce n'est pas clair, si vous avez besoin de compléments ou si ça fait écho avec une autre question que vous avez. Donc, la deuxième question qui nous a été posée, c'est l'audit de surveillance doit-il se réaliser obligatoirement en présentiel? Et quid de cette modalité quand je n'ai pas de locaux? Alors, moi, j'apporterai deux réponses sur ce point. Sur les deux audits, et Luc, tu me diras si c'est OK, mais c'est ce que j'ai compris. Sur les deux audits initial et audit de surveillance, il en faut au moins un en présentiel. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, Luc? Oui, donc il en faut au moins un en présentiel, sauf que normalement, c'était plutôt l'audit de surveillance qui devait être réalisé à distance. Or, avec la crise de la Covid-19, l'État a autorisé de pouvoir réaliser l'audit initial à distance jusqu'au 30 juin. Donc là ça se termine, hein, jusqu'au 30 juin 2022. Si l'audit initial était bien évidemment réalisé à distance, dans ce cas-là, l'audit de surveillance devra être réalisé en présentiel. Donc, ça rejoint ce que tu dis, ça reste toujours un audit sur deux. Un audit sur deux. Et donc, quid de la deuxième question? Est-ce que quand je n'ai pas de locaux, et ça c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'organismes qui me posent la question, mais oui, mais moi je n'ai pas de locaux, comment je fais? Alors, a priori, vous n'avez aucune obligation en fait d'avoir des locaux et notamment vous avez beaucoup d'organismes de formation qui vendent de la formation en distanciel principalement ou des formateurs indépendants qui n'ont pas forcément de structure en soi. Auquel cas, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je conseille, c'est soit de réaliser l'audit en présentiel, en face à face avec l'auditeur, peut-être dans la salle ou dans le coworking ou dans les salles de réunion ou les salles de formation que vous louez, tout simplement, puisque comme ça permet de montrer les lieux en fait où vous faites du présentiel et donc du coup de voir si c'est conforme, ou bien tout simplement dans un bureau que vous pouvez louer ou chez votre comptable ou je ne sais pas. Voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai pour habitude de donner comme conseil. Est-ce qu'on est d'accord, Luc? Oui, on est tout à fait d'accord, sachant que là, il y a des demandes de dérogation qui sont en cours auprès donc du COFRAC et du ministère pour qu'on puisse, dans ce cas précis, réaliser des audits à distance, mais ils n'ont pas encore donné leur aval. D'accord. OK. Une question complémentaire à celle-ci dans le chat ou pas? Parce que sinon, je continue. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Elena, je crois qu'il nous a rejoint et je ne sais plus, j'ai vu passer. Ah non, Elena arrive. Voilà. Donc, bonjour Elena. Donc, je continue. Du coup, si vous n'avez pas plus de compléments, je continue sur la question suivante qui est quels sont les risques en cas de non-conformité? Et là, Luc, je m'adresse directement à toi. Alors, tout à l'heure, Aurélie, tu as dit que dans le cadre d'un audit de surveillance, c'est aussi l'objet d'un audit de surveillance. L'objectif d'un objectif de surveillance, c'est de pouvoir clôturer les écarts de l'audit précédent, s'il y en a eu. Okay, écart ou non-conformité, c'est la même chose. S'il y a eu des non-conformités, l'auditeur va regarder la mise en œuvre des actions que vous auriez précédemment proposées. Donc l'auditeur, s'il clôture les non-conformités, ça veut dire qu'il vérifie l'efficacité de la mise en œuvre des actions qui ont été proposées l'année passée. Quels sont les risques? Soit, imaginons c'est une non-conformité mineure et dans ce cas-là, vous avez strictement rien mis en place et là, la non-conformité peut être upgradée peut être augmenté, on va dire, en non-conformité majeure. Okay. Soit vous avez mis des choses en place, mais c'est uniquement partiel. Donc, dans ce cas-là, la non-conformité mineure reste mineure. Okay. Et sinon, dans le cas d'une majeure, normalement,
lors de l'audit précédent, on a dû vous préciser dans le cadre d'une majeure qu'il faut donner les preuves de mise en place des actions. Donc, on part du principe que les actions sont déjà mises en place et on vérifie l'efficacité. Si c'est pas efficace, c'est à l'auditeur de regarder le risque potentiel et soit il va le laisser l'écart en majeur, soit il va le descendre en mineur. Tout simplement. D'accord. Et après, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que le même principe qu'un audit initial, s'il y a des nouvelles non-conformités qui sont détectées, on vous laisse un temps pour proposer des actions. Et la différence entre majeur et mineur, seul le plan d'action suffit. Et majeur, il faut montrer en plus des preuves de mise en place des actions. Tout simplement. Donc, comme à l'audit initial. C'est le même principe. Et ça sera le même principe pour les audits d'après, d'ailleurs. D'accord. Alors, justement, il y a une question sur ça, on va voir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, j'ai Karine, toujours qui me dit oui. C'est trop bien. Merci, Karine. Karine et Camille. Je passe à la question suivante. Du coup, certains attendus du référentiel ont-ils évolué? Alors, à ma connaissance, non. Luc, est-ce que tu confirmes? Non, pas. Ils n'ont pas évolué depuis la version 7 du guide de lecture du référentiel. Donc là-dessus, pas d'évolution. Ok. Donc, on aura les mêmes attendus, les mêmes indicateurs que ceux qu'on connaît actuellement dans le référentiel. Exactement. Le référentiel que l'on a tendance à nommer RNQ. Alors, juste, j'ouvre une parenthèse parce que je sais que c'est souvent des questions qu'on me pose quand on démarre un petit peu sur ce sujet. Certains ou certaines peuvent encore confondre RNQ, Calliope, certification. C'est un petit peu une nébuleuse tout ça pour certains d'entre vous et c'est normal. Sachez qu'en fait, le RNQ, c'est juste le référentiel qui sert en fait de base pour justement réfléchir sur votre conformité pour obtenir cette certification Calliope. Voilà, je referme la parenthèse, c'est juste histoire que ce soit bien clair pour tout le monde. Après c'est le terme référentiel et norme, c'est la même chose. Donc en fait, on vous donne un standard, soit sous forme, par exemple, d'une norme ISO. On parle de référentiel, c'est une norme française spécifiquement. Donc, on va retrouver le Calliope uniquement en France. Et donc, ils ont dit que c'était un référentiel, mais norme et référentiel, c'est le même terme. D'accord. Merci. Question suivante. Alors, là, c'était une question assez précise. Dans le cadre des bilans de compétences, puisque je vous rappelle que quand vous passez la certification Calliope, vous la passez soit au titre des actions de formation, soit au titre des bilans de compétences, soit au titre de la VAE, tout dépend de la catégorie de votre organisme de formation. Vous pouvez même passer votre Calliope au titre de plusieurs catégories. Ça, ce n'est pas un problème. Donc là, on parle dans le cadre des bilans de compétences. Donc, qu'est-il nécessaire d'apporter pour l'entretien de suivi à 6 mois? Est-ce qu'une simple feuille de présence suffit à en justifier? Alors, moi, ma réponse sur cette question-là, c'est qu'effectivement, la feuille de présence en soi, c'est une preuve effectivement que vous avez fait ce suivi, en tout cas, vous avez été en présence avec cette personne-là. Vous avez de toute façon le compte-rendu normalement de ce suivi à 6 mois avec, moi je sais que sur la partie des bilans de compétences, vous avez quand même, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sur le bilan de compétences cet après-midi, mais sur le bilan de compétences, vous avez quand même une règle de confidentialité qui fait partie un peu de la déontologie sur le bilan de compétences. Et donc, du coup, moi, je sais que je n'ai pas pour habitude de montrer les comptes rendus des entretiens de ces bilans à 6 mois ou même des entretiens ou les documents de synthèse sur les bilans de compétences parce que ça fait partie de la confidentialité de la personne. Donc, Luc, est-ce que tu affirmes ou pas, ou tu confirmes ce que je dis par rapport à ça? Est-ce que la feuille de présence, ça peut suffire? Oui, tout à fait. La feuille de présence peut suffire. Néanmoins, bon après ça dépend effectivement des auditeurs, mais vous pouvez quand même montrer
la preuve d'une formalisation d'un entretien sans forcément montrer les détails, en fait, tout Oui, simplement, oui, oui. pour préserver la confidentialité. C'est toujours pareil, hein, après, on part du principe que l'auditeur a signé lui aussi un code de confidentialité et d'impartialité. Donc, en fin de compte, vous devez être totalement transparent dans le cadre des audits et il y a très peu de choses qui vont rester confidentielles dans le cadre de l'audit. D'accord. Ok, est-ce que la question, est-ce qu'on a bien répondu à la question? Est-ce que ça vous paraît clair jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des retours à nous faire, des commentaires dans le chat ou pas? Non, pas de réaction. RAS, c'est très clair. Oh, on est bon alors. Alors, on continue. Commencez quand même à réfléchir à vos questions, hein, parce qu'on est là pour ça. Hein. Donc, question suivante. Comment prouver? Alors là, je crois que je sais qui c'est en plus qui m'a posé cette question-là. Elle sourit, donc c'est elle. Comment prouver que le formateur externe répond aux critères de l'organisme en dehors du fait qu'il produit les mêmes questionnaires de satisfaction, les retours formateurs, etc. Alors, la réponse à cette question, c'est que en fait, pour qu'ils répondent, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'habitude ce sur quoi j'ai l'habitude d'orienter, c'est que pour qu'ils répondent aux critères, moi, mon premier conseil, il est de l'ordre de l'information. L'information sur ces critères, c'est-à-dire quand vous prenez un formateur en sous-traitance, par exemple, vous avez donc ce contrat de sous-traitance qui vous lie à lui, et ben, n'hésitez pas déjà à mettre une première couche d'information dans ce contrat avec un article spécifique sur votre démarche qualité, sur le fait qu'il faut qu'il soit au courant du référentiel. Donc déjà, vous l'engagez un peu déjà dans ce contrat de sous-traitance. Et en plus, mon deuxième conseil, moi, c'est de vraiment mettre en place une charte d'engagement. Que vous pouvez tout à fait mettre en annexe, par exemple, de vos contrats de sous-traitance, dans lequel vous demandez à vos formateurs de s'engager en fait dans le processus et dans le processus qualité que vous avez mis en place et qui fait que aujourd'hui vous bossez avec lui ou du moins il bosse avec vous et que du coup il faut qu'il s'engage aussi lui à respecter les critères. Mais pour qu'il puisse respecter les critères, la première chose, c'est de l'informer. En tout cas, le fait de l'informer, ça veut dire qu'il ne peut pas ignorer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Luc, par rapport à ça? Oui, tout à fait. Et moi, je rajouterais tous les aspects liés au contrat. Donc, un contrat qui est fait entre l'organisme de formation et le formateur. Donc, vous pouvez mettre plein d'exigences sur notamment le respect de vos process et le respect lié au référentiel. Voilà. On est donc d'accord. Donc, effectivement, voilà, informer, notez-le dans le contrat et éventuellement rajouter une petite charte d'engagement. Moi, je le mets dans le contrat parce qu'au moins, voilà, ça doit être lu, c'est signé, c'est lu. D'accord? Question suivante. Du coup, je reviens en arrière vite fait parce que je sais de qui venait la question. Est-ce que ça a répondu à ta question, Karine? Ouais, ok. Je continue avec la question qui suit. À la fin du cycle de certification, donc pour rappel, le cycle de certification de Calliope, c'est un processus sur 3 ans avec un audit initial que vous avez pour certains passés déjà et un audit de surveillance qui va arriver à peu près entre 14 et 28 mois. Ça peut être très long parce qu'en fait, Luc, si je ne me trompe pas, certains organismes de formation ont bénéficié d'une durée un peu plus longue. Oui, exactement. Mais c'est ceux qui ont été certifiés au début. Au tout début, ouais. Exactement.
Et donc, du coup, voilà, c'est le delta entre l'audit initial et l'audit de surveillance, forcément, n'est pas le même. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe après, quand j'ai passé mon audit de surveillance, que j'ai réobtenu, je suis repartie avec aucune non-conformité et que c'est reparti pour un tour. Mais qu'est-ce qui se passe en fait au bout des 3 ans? Alors, c'est assez simple dans le sens où on repart sur un cycle de 3 ans. Donc, normalement, après votre audit de surveillance, votre organisme de certification va vous demander si vous voulez renouveler avec eux. Si vous voulez pas renouveler avec eux et que vous allez voir un autre organisme de certification, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle un transfert de certification entre deux organismes. Et ensuite, au lieu que votre troisième audit s'appelle votre premier audit du deuxième cycle de certification, au lieu qu'il s'appelle un audit initial, c'est ce qu'on appelle un audit de renouvellement, tout simplement. Mais ce sont les mêmes durées d'audit. Si vous regardez donc la loi 2018-771 du 5 septembre 2018, Merci, Luc. voilà, tout est noté dedans. Il y a toutes les durées d'audit, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de différence en termes de durée d'audit entre les différents organismes de certification. Là où il y aura des différences, c'est sur de la gestion et du coût lié à la certification. Mais si par exemple vous étiez à une journée d'audit en audit initial et une demi-journée en surveillance, en renouvellement, ça sera également une journée et ensuite la surveillance d'après, une demi-journée. Donc, c'est la même chose. Alors justement, tu parlais du prix, ça faisait partie aussi de la question. Est-ce que du coup, quand on repart sur un audit, sur un process de renouvellement, du coup, avec ces deux audits, l'audit de renouvellement, l'audit de surveillance numéro 2, est-ce qu'on doit repayer en fait le même tarif? Comment est-ce que parce que là pour le coup on n'y est pas encore, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui va se passer en fait d'un point de vue tarifaire? Est-ce qu'on repart avec la même chose, quoi? Oui, en fait, ça sera le même process, le même tarif, notamment sur les petites structures. Après, sur les structures plus importantes, dès qu'on dépasse les 150 000 euros, là, il peut y avoir une différence en termes de durée d'audit. Mais en tout cas, sur les petites structures, ça sera toujours les mêmes tarifs. D'accord. Et les indicateurs restent les mêmes parce que du coup, pour l'audit de renouvellement, c'est un petit peu une remise, on repart à zéro, quoi. Oui, c'est donc de toute manière, les indicateurs restent les mêmes tant que le référentiel n'évolue pas. Oui. Alors ça faisait partie aussi des questions que l'on m'avait posées sur LinkedIn. On y reviendra peut-être. Alors, je reviens, j'ai fait des bêtises. Je reviens à la question suivante. Est-ce que ça va, c'est clair toujours pour l'instant? Parce que moi, tant que vous ne m'interrompez pas, j'y vais. Alors, je continue. Alors, justement, tu as parlé tout à l'heure ou même là de portabilité. Parce qu'effectivement, vous avez la possibilité de changer, en fait, de changer de certificateur pendant votre processus pour l'audit de surveillance, par exemple, ou peut-être pour l'audit de renouvellement qui viendra après. Donc, du coup, comment ça se passe, la portabilité de l'audit de surveillance vers un autre certificateur si je souhaite en changer? Alors, ça, Luc, c'est plus ta partie. Comment ça se passe? Alors, c'est ce qu'on appelle un transfert de certification et un transfert de certificateur également. Alors, comment ça se passe? C'est là également assez simple, mais ça demande un peu une lourdeur administrative, dans le sens où on va vous demander pourquoi. Alors, donc là, je suis donc imaginons si je suis votre certificateur. Non, on va faire l'inverse. Ça veut dire que vous êtes au sein d'un autre organisme de certification et vous voulez venir chez CapCert dans le cadre d'un audit de surveillance, ok. Moi, je vais vous demander, je vais être obligé de vous demander donc le rapport de l'audit précédent pour prendre en compte s'il y a eu des écarts ou pas. S'il y a eu des écarts, avoir un accès aux fiches d'écart, si l'organisme de certification résonne avec des fiches d'écart.
Ok. En gros, l'historique de ce qui s'est passé. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme de certification pour lequel vous allez aller, donc imaginons si c'est CapCert, moi, je vais devoir prendre contact avec votre ancienne, avec votre organisme de certification pour lequel vous voulez, avec lequel vous ne voulez plus travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on est obligé de demander à l'organisme de certification s'il y a des réclamations qui sont en cours, si le certificat il est valide, s'il y a un élément bloquant, par exemple une non-conformité majeure ou une non-conformité mineure non levée, non acceptée par l'auditeur. Voilà. Donc, on va demander aussi l'historique. Et si c'est bon, dans ce cas-là, nous, on va notifier à l'organisme de certification qu'on va acter du transfert et on reprend le certificat et on va effectuer un audit, comme un audit de surveillance. On va émettre un certificat qui aura la même fin de validité que votre certificat actuel. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est assez clair, c'est un peu lourd du point de vue administratif, mais c'est très simple à réaliser. Bon, c'est pas comme si on n'était pas habitué à la lourdeur administrative. Petite pointe d'humour au passage. Donc effectivement, donc il y a un peu de lourdeur administrative, mais en tout cas, c'est possible. C'est de l'ordre du possible. On peut changer de certificateur. Oui, alors, ça dépend des certificateurs, mais en général, dans vos contrats, ils mettent une clause qui dit que si vous dénoncez le contrat 2-3 mois avant l'audit de surveillance, vous n'aurez pas de pénalité. D'accord. Voilà. Ok. Alors, une autre question qui est pas liée à la première, mais que j'ai mis dans la même thématique parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Quand on reste chez le même certificateur, est-ce que l'auditeur qu'on a à l'audit initial, c'est le même qui va faire l'audit de surveillance? Alors, de principe, oui. Si je reste chez le même certificateur. De principe, oui, parce qu'on cherche une certaine continuité. Néanmoins, on reste dans de la prestation de service, on reste dans l'humain, ce que je dis très souvent. Donc, pour X ou Y raison, ça peut moins bien se passer avec un auditeur ou tout simplement l'organisme de formation veut avoir une autre vue sur son système et donc dans ce cas-là peut demander à changer d'auditeur. Nous, dans tous les cas, avant les audits, on précise est-ce que vous souhaitez garder le même auditeur, etc. D'accord. Ok, voilà qui est clair. Question suivante, non, pas de question suivante, j'étais en train de regarder. Maintenant, je vais laisser plutôt la place au chat et à vos questions à vous, en sachant qu'on en a quand même balayé quelques-unes. Est-ce que vous, maintenant qui êtes parmi nous cet après-midi, quelles sont les questions que vous auriez à poser? Qu'est-ce qui vous interroge? Voilà, en quoi est-ce qu'on peut vous aider? Il nous reste un petit peu de temps pour ça, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Et en attendant que vous les écriviez dans le chat, j'aimerais moi juste faire une petite parenthèse par rapport à cette terminologie de certificateur. J'ouvre cette parenthèse parce qu'il n'y a pas encore très longtemps, hier, j'ai eu pas un débat, parce que ce n'était pas un débat, mais en tout cas, j'ai eu un échange avec un de mes clients sur c'est quoi la différence entre le certificateur Calliope et le certificateur que je veux solliciter pour mon CPF. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. Et puisqu'on parle de certificateur là maintenant, je me dis c'est peut-être le moment d'en parler. Et du coup, comme ça vous laisse le temps aussi, vous, de réfléchir à vos questions et de me les noter. Il y a une vraie différence entre le certificateur Calliope et le certificateur auprès duquel vous voulez vous rapprocher pour votre CPF. Ce sont deux choses qui sont mais complètement différentes. Mais c'est vrai qu'on parle de certificateur. Donc, ça crée du flou, ça crée de l'interrogation. Donc, en gros, les certificateurs Calliope, ce sont les organismes habilités par le COFRAC
à vérifier votre conformité par rapport au référentiel national. Ça, c'est clair. Une fois que vous avez cette certification Calliope, vous pouvez, si vous le souhaitez, et si les formations que vous réalisez rentrent dans ce cadre-là, vous pouvez effectivement les faire rentrer au CPF, les rendre éligibles au CPF. Et le CPF, ce n'est qu'un financement. En tout cas, c'est une porte d'entrée de financement qui est le compte personnel de formation que tout à chacun, dont tout à chacun dispose avec une somme d'argent dessus pour pouvoir faire des formations. Mais ces formations doivent être éligibles. Et pour rendre éligible votre formation, il y a plusieurs cas de figure possibles, mais il y en a un de tout ça qui consiste à créer un partenariat ou en tout cas à se rapprocher d'un organisme qui délivre une certification donc de formation, qui délivre une certification, une habilitation ou un diplôme. Mais en tout cas, il faut vous rapprocher de ce centre certificateur qui, lui, a une reconnaissance auprès de France Compétences et qui détient cette certification. Et là, pour le coup, le certificateur, ça n'a absolument rien à voir. C'est lui qui détient la certification et qui peut créer un partenariat avec vous pour rendre éligible votre offre au CPF. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est vraiment deux choses très, très, très différentes. Est-ce que ça vous paraît clair comme réponse? Est-ce que c'est une réponse, une question que vous avez pu vous poser, vous, déjà? Alors, j'en profite pour regarder aussi le chat. Alors, Camille nous a quittés. Elle nous dit que nous avions la clarté elle nous remercie pour la clarté des réponses, Luc. Donc, je te partage le chat. Alors, une question de Caroline qui nous dit, une fois la journée d'audit initiale terminée, quel est le délai pour avoir la réponse? Alors, le délai, il varie en fonction des organismes de certification. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, on laisse, après le dernier jour de l'audit, on laisse entre 7 à 10 jours à l'auditeur pour qu'il nous renvoie l'ensemble des éléments. Si vous n'avez pas eu d'écart, donc en général, ça va plutôt vite. On va dire en 3-4 jours, nous, on dispose du rapport. Et le rapport, on va le transmettre entre les mains d'un expert qui va vérifier, en fait, c'est un double check, hein, qui va vérifier et valider la réponse de tout simplement de votre auditeur. Nous, on le fait passer en général la semaine suivante. Donc, en moyenne, il faut compter une quinzaine de jours entre la fin de l'audit et la réponse. Sauf si vous avez eu des écarts. Et si vous avez eu des écarts, on vous laisse à peu près 6 semaines pour y répondre. Donc, plus vous êtes rapide pour répondre aux écarts, plus on va vous donner une réponse rapide. Mais si vous attendez les 6 semaines pour répondre aux écarts, bah forcément, nous, on va attendre 6 semaines pour vous donner une réponse, tout simplement. Donc, on est d'accord que l'auditeur qui vient dans nos locaux, ce n'est pas lui lui n'émet qu'un avis favorable ou pas. Exactement. Il émet son avis, hein, son avis d'auditeur. Et nous, derrière, on va checker si, tout simplement, si le rapport il est consistant. Si on a des questions, eh ben, on peut éventuellement lui poser. Et puis si tout est bon, bah c'est l'expert qui va valider qui va prendre la décision finale. D'accord. Et donc cette décision-là, elle peut arriver s'il n'y a pas de non-conformité ou si l'auditeur a levé les écarts en fait des non-conformités qu'il avait constatées. Il faut compter à peu près 15 jours pour obtenir le certificat. Ça veut dire qu'au bout des 15 jours, on est Calliope? Alors il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est que il y a des clients, en fait, il faut pas oublier la notion de facturation et de règlement. OK? Parce que je vous donne un exemple, chez Capcert, on demande pas d'acompte. OK? Donc on va attendre que l'audit ait lieu, on va envoyer la facture et lorsque c'est réglé, on envoie le certificat. Sauf que pour pas bloquer le client, en général, on le déclare au préalable auprès du ministère.
Pourquoi? Parce que c'est quasiment le plus important. Donc parfois, vous pouvez attendre un peu plus longtemps pour avoir le certificat, mais c'est juste une question de règlement. D'accord. OK. Voilà. Donc, en gros, si je résume pour ceux qui sont avec nous, d'une, il ne faut pas avoir de non-conformité. De deux, si jamais vous en avez, il faut répondre le plus vite possible de manière à ce que l'auditeur puisse lever les écarts et bien vite envoyer son rapport et régler rapidement votre facture. Et comme ça, vous mettez toutes les chances de votre côté. Est-ce que je résume bien? Pour moi, c'est exactement ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi si vous êtes nouvel entrant, il n'y a pas forcément de stress particulier à avoir parce que si vous avez des écarts en tant que nouvel entrant, ça sera forcément du documentaire, puisque vous n'avez pas d'historique derrière. Donc, en fait, ça sera juste des documents modifiés, ça peut aller très, très vite. Ouais. Okay. Voilà. Alors, une autre question, Luc, quel est le délai entre le délai de l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement? Très facile, là aussi, c'est toujours 1 an et demi. Sauf que la différence entre votre audit de surveillance et un audit de renouvellement, c'est que là, on va prendre en compte votre date d'expiration de votre certificat. Autrement dit, il ne faudra surtout pas dépasser cette date d'expiration. Donc, en général, on va programmer votre audit de renouvellement 2-3 mois avant la date d'expiration de votre certificat. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je ne vois rien arriver. J'attends quand même. Il y a juste pour que j'insiste sur le fait de donc nous en interne, donc on produit un certificat et en même temps on déclare auprès du ministère. Déclarer auprès du ministère, donc c'est-à-dire que si vous allez sur le site du ministère de l'Emploi et du Travail, vous pouvez télécharger la liste des organismes de formation certifiés Calliope. Et dedans, vous pouvez voir les différentes catégories d'actions. Action de formation, bilan de compétences, VAE, CFA. Et vous pouvez voir si votre organisme est bien certifié. Il y a marqué juste oui ou non dans chaque catégorie. Nous, le fait de vous déclarer auprès du ministère, ça prend entre 24 et 48 heures. Et donc, vous apparaissez, imaginons, si vous demandez une certification sur les actions de formation, il y aura marqué oui au niveau des actions de formation dans cette liste-là. D'accord. Alors, a priori, il n'y a plus de questions. Moi, j'aimerais bien quand même donner un dernier conseil avant de vous quitter. Parce que c'est le constat que je fais, moi, depuis maintenant quelques mois, puisque je vois bien arriver dans mes demandes, dans les demandes que me font les clients, c'est de préparer leurs audits de surveillance. Et en fait, je m'aperçois que le paquet, entre guillemets, a été mis sur l'audit initial en voulant absolument rentrer dans les cases, absolument répondre en conformité à tous les indicateurs sans vraiment, pas toujours en tout cas, mettre du sens dans ce que vous faites. Résultat des courses, comme vous n'avez pas mis de sens dans tous ces process, c'était juste répondre et rentrer dans les cases. Ce qui se passe, c'est que souvent, il faut tenir la distance sur cette certification-là. Et c'est-à-dire qu'entre l'audit initial et l'audit de surveillance, il se passe 18 mois. Et que pendant ces 18 mois-là, il faut continuer à mettre en œuvre tout ce que vous avez déclaré. Et ça, pour le coup, je m'adresse même très particulièrement à ceux dont l'audit initial est fait en tant que nouvel entrant. Parce qu'en tant que nouvel entrant, effectivement, comme disait Luc tout à l'heure, on est beaucoup sur du documentaire, on n'a pas grand-chose à montrer, mais il faut être en capacité de démontrer qu'on est dans la procédure, etc., et que tout va bien. Le problème qui se passe, et en tout cas moi c'est les constats que je fais, c'est que finalement à vouloir absolument rentrer dans les cases, on en oublie notre quotidien de formateur et le côté opérationnel des choses sur le long terme. Et que souvent, et moi c'est la crainte que j'ai, c'est que les audits de surveillance, ils se passent peut-être un petit peu plus difficilement que les audits initiaux, pour la simple et bonne raison qu'en fait, sur les 18 mois, on n'a pas forcément tenu tout ce qu'on avait annoncé. Donc, quand vous réfléchissez à vos process, à votre façon de fonctionner,
moi, j'ai envie de vous dire, ne chargez pas la mule, n'essayez pas d'en faire trop. Faites ce qu'il faut, mais mettez du sens dans ce que vous faites. C'est vraiment le conseil numéro 1 que je donne, c'est mettez du sens dans ce que vous faites et testez-le sur le plan opérationnel. Voyez si c'est tenable sur le long terme, parce que sinon, vous allez vous faire recaler à l'audit de surveillance, parce que comme disait Luc tout à l'heure, ils vont repasser, ils vont balayer l'ensemble des indicateurs. Et du coup, là, si on prend n'importe quel dossier et que finalement, ce truc-là que vous aviez annoncé, vous ne l'avez pas fait, c'est autant de risques de non-conformité derrière. Donc faites effectivement rentrer dans la conformité du référentiel, c'est ce qui est demandé, mais prenez un peu de distance et essayez de mettre du sens dans ce que vous faites pour que ça ne soit pas une contrainte, mais juste une évidence. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous avez des questions? Dernier appel aux questions avant de vous quitter. Est-ce que ça vous a paru clair? Est-ce que vous avez aimé le format? Est-ce que vous en redemandez? Moi, je suis prête à réitérer l'expérience avec d'autres thématiques. Certaines sont déjà en programmation et notamment sur les financements de la formation professionnelle. Là, pour la rentrée, je vous prépare aussi plusieurs interviews et notamment une interview d'un avocat spécialisé dans la formation professionnelle que je viendrai interroger sur les formations en distanciel et la réglementation. Ça, c'est un des sujets qu'il est prévu de traiter. Et parce qu'il fait partie de l'audit de surveillance et qu'il y a beaucoup, même sur les audits initiaux, de questions sur ça, ce sont les 3 indicateurs de veille que je viendrai aborder probablement cet été. Ça sera une summer session, comme on dit, sur les 3 indicateurs de veille avec un expert de la veille que j'aurai le plaisir d'accueillir aussi. Donc, si vous avez d'autres thématiques qui vous intéressent, faites-le moi savoir, soit par mail. Je vous ai mis mon adresse mail, si vous avez besoin, c'est contact@elancformation.com. Donc, si vous avez des thématiques que vous aimeriez voir abordées, vous me le dites. N'hésitez pas à me poser des questions après coup, parce que des fois, en réfléchissant après, on en a. Et puis, sinon, je vais remercier Luc de s'être prêté au jeu de ce live, qui était donc le premier d'Elance Formation. Tu as ouvert le bal, je te remercie. Et donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous ai mis les coordonnées de CapCert dans la dernière slide. J'espère que la technique était avec moi et que l'enregistrement a fonctionné et que je pourrais vous envoyer le replay. Si jamais c'est le cas, je ne crois pas que j'ai forcément toutes les adresses mail des gens qui sont présents aujourd'hui. Donc, dans le doute, renvoyez-moi un petit message sur l'adresse là que je vous ai mise, de manière à ce que je puisse vous envoyer le replay. Voilà. Je vous remercie tous beaucoup. Et pour ceux qui ont bientôt leurs audits initiaux ou de surveillance, je vous souhaite bonne chance. Et bien entendu, nous restons à votre disposition. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci Luc, merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Au revoir.